Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour, encore une fois, continuer la série des bilans d'intersaison. C'est le 18e, on est bien dans la deuxième partie des bilans. Et aujourd'hui, on va parler des Tampa Bay Buccaneers. Alors, qui dit Buccaneers chez nous dit Doug. Salut Doug. Salut à tous, salut l'équipe, salut Alex, salut à notre invité. Et un petit retour de ta part, Doug. Dernier épisode, c'était il y a un petit temps, il y a 10 épisodes environ. Ça fait plaisir de te revoir avec nous. Ouais, mais carrément, là on va enchaîner, on en a quelques-uns de prévus, non, c'est cool. Ça va faire plaisir, ça va être très cool. Et avec nous, du coup, quelqu'un qui est déjà venu sur des médias front office pour aller faire une petite game zone, c'était très cool. Salut Valentin de Bugs France. Comment tu vas ? Salut à tous, bonjour, ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que tu veux pour les auditeurs te présenter ? Ouais, pour me présenter rapidement, donc Valentin, c'est moi qui m'occupe du compte Bugs France sur Twitter depuis 4 ans maintenant, juste avant le Covid, donc ça va faire 4-5 ans. Fan des Bucks, pas de la première, parce que je suis quand même jeune encore, je suis pas passé la trentaine, mais fan des Bucks depuis une grosse quinzaine d'années. J'ai ouvert le compte en voyant que personne le faisait, je me suis dit autant en profiter, c'est de partager un petit peu tout ça et mon amour pour la franchise. Comment est-ce que tu nous racontais un peu avant qu'on démarre l'épisode comment est-ce que tu es devenu fan des Bucks ? Est-ce que tu veux expliquer à tout le monde comment tu es devenu fan des Bucks ? Ouais, tout simplement, j'ai commencé à suivre le foot US, on va dire de loin, je devais avoir 12, 13, 14 ans. J'ai regardé mes premiers Super Bowl, alors je sais plus lequel est arrivé en premier, j'avais regardé Saints Colts et ensuite Packers Steelers, je sais plus lequel des deux était arrivé en premier, mais après le deuxième, je me suis dit on va essayer d'acheter Madden pour voir comment ça marche le jeu, apprendre les règles, les joueurs, et en même temps je commençais à lire le manga One Piece, et quand j'ai ouvert Madden et que j'ai vu qu'il y avait une équipe avec un drapeau pirate, je me suis dit ça c'est mon équipe, et au fur et à mesure en fait en regardant les joueurs, les vidéos sur YouTube, voir des Warren Sapp qui décapitaient des quarterbacks et Mike Aslot qui cassait en deux les défenseurs, je me suis dit ok c'est bon, ils sont pour moi ceux-là, et au final j'ai eu Mac Glennon et Brent Grimes, donc c'est quand même un peu moins sympa au début, mais on a bien fini sur les dernières années là. Ouais, très bien. Tu vois, ton explication de je prends une équipe parce que sur Madden le logo est sympa. C'est pour comme ça qu'un de nos potes qui est venu plusieurs fois sur le podcast, Joseph, je lui fais une dédicace s'il nous écoute. Lui aussi a choisi les Bucks exactement de cette manière-là. Drapeau pirate, très cool, et il s'est dit allez, vas-y, maintenant fan des Bucks. Donc ouais, c'est ça. C'est un logo qui sort je trouve qu'il sort du commun de la NFL. Alors on aurait pu tomber sur les Raiders, mais moi j'ai appris des années après que les Raiders c'était des pirates. Je pensais que c'était des espèces de bandits avec un cache-œil, mais bon, au final les Bucks ont été plus clairs sur leurs intentions, et puis il y a un bateau pirate dans le stade, donc tout de suite on sait où on met les pieds. Exactement. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez voir que on voit pas Valentin, on voit plutôt une photo du stade avec notamment le bateau de pirate juste en bas à gauche pour ceux qui regardent, c'est juste là du coup. Donc voilà, si vous nous suivez pas sur YouTube, youtube.com/lefrontoffice et à peu près partout sur tous les réseaux sociaux, le .com/lefrontoffice. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Pour aujourd'hui, on va faire comme d'habitude le même format, je répète à chaque fois. On part sur 2023, regarder un peu le bilan de la saison, cap sur l'intersaison, free agency draft, et ensuite on se projettera un petit peu sur 2024. Voilà, on espère que ça vous plaira. Pour la saison 2023, vous avez fini en 9-8, puis vous avez perdu au Divisional Rounds contre les Lions, après avoir battu en playoff les Philadelphia Eagles. Doug, on en avait parlé lorsqu'on avait fait le petit bilan de la NFC Est. Et même de Philly, bien sûr, qu'on a fait ensemble aussi. C'est vrai, et en parlant de Philly également, tu as totalement raison. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Philly ensemble depuis que tu es arrivé. Un peu trop. Un peu trop. Donc je vais te laisser la main sur la saison, mais en tout cas une saison à 3 vitesses du côté des Bucks. Une saison à 3 vitesses, et puis surtout quand même, avant la saison, j'étais tout le temps surpris des prévisions qu'on pouvait avoir. On nous mettait dans les 5 pires équipes de la ligue. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on nous promettait un haut tour de draft.
À chaque fois, je regardais, je me disais, en fait, la seule personne qui change sur cette saison, c'est le quarterback, quoi. C'est Brady qui est parti. Alors oui, remplacer Brady, c'est pas facile, mais bon, on avait pris Baker Mayfield. Moi, je fais partie des mecs qui aiment bien Baker Mayfield. C'est un joueur besogneux, c'est un joueur voilà, qui met du travail, et je mets travail dans le sport assez haute, donc j'avais assez confiance là-dessus. Effectivement, vraiment. Après, par contre, bon, saison, on commence, on gagne 3 matchs sur 4. On dit, ah ouais, putain, ça va tourner, j'avais raison, regardez, on est toujours contre nous. Ça, c'est le truc de tous les supporters, ça. Tout le monde voit son équipe, tout le monde contre elle, mais c'est pas vrai du tout. Mais voilà, donc derrière, par contre, gros passage à vide, où on va gagner 1 match sur 7. Et après, on finit bien avec 5 victoires sur 6 matchs. On gagne, on se qualifie en play-off. On va gagner les matchs importants. À la fin, on a pas mal de matchs intra-division qu'on gagne et qui nous permettent de nous qualifier, parce qu'on finit avec le même bilan, si je dis pas de bêtises, que les Saints notamment. Donc non, 3e année consécutive où on gagne la division, et en plus derrière on va taper Philly sur le divisional round. Donc franchement, saison pour moi très positive par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir. Vas-y Valentin, si tu veux, si c'est pareil pour toi ou s'il y a d'autres avis. Ouais, bah du coup, je suis complètement d'accord. Je me souviens avant la saison, la saison n'avait pas commencé qu'on voyait déjà des mock-ups de Caleb Williams avec le maillot des Bucks, qui était mock-up qui était très stylé. Ceci dit, mais j'ai jamais compris en fait. J'ai jamais compris parce que on a vu la dernière année de Brady que l'attaque était poussive. L'attaque était poussive parce que Brady commençait à se faire vieux, même s'il jouait encore à un haut voire très haut niveau, et je pense qu'il était capable d'amener une équipe au Super Bowl, mais il y avait surtout des gros problèmes avec le coaching offensif. Byron Leftwich, il y a eu des histoires qui sont sorties après expliquant qu'il n'était pas du tout en symbiose avec la philosophie que voulait mettre en place Todd Bowles au niveau surtout du jeu de course. Donc il y avait une dissonance complète, et on se rendait compte la saison d'avant que les matchs qu'on gagnait, c'était des matchs où à la fin Brady devait sortir 1 ou 2 drives en no huddle, où c'est lui qui prenait le raid de l'attaque, et c'est lui qui lançait les jeux, et c'est lui qui distribuait le ballon, et là oui ça marchait, là il y avait des comebacks, ça marchait bien. Mais pour la saison dernière, ce qu'on regarde, c'était toujours un effectif qui était complet, avec beaucoup de cadres qui étaient là au Super Bowl encore il y a quelques années, avec des titulaires indiscutable quasiment à tous les niveaux, que ce soit sur la ligne offensive, que ce soit au niveau des receveurs, des cornerbacks, de la D-line, des linebackers, même des safety, et je trouve que c'est encore un point fort cette année. Donc je comprenais pas pourquoi il y avait pas de raison rationnelle pour que Brady est parti, donc les Bucks vont faire 2 fois moins de victoires, sachant qu'en plus la division était relativement prenable, et elle l'est toujours, à mon avis. Je comprenais pas trop. Moi, j'envisageais à peu près une saison comme on a faite. Il me semble que les quelques fois où j'avais pu m'exprimer, je crois que j'avais tablé sur 10 victoires. La saison s'est pas passée non plus exactement comme je le pensais. Comme tu disais, Doug, il y a eu il y a eu un ventre mou au milieu de la saison avec un calendrier plus compliqué. Mais au final, les matchs qu'il fallait gagner, on les a gagnés, et on a fini fort avec une belle série de victoires pour au final même aller sortir les vice-champions en titre au premier tour des playoffs, et perdre contre les Lions alors qu'on n'était pas si loin non plus. On n'est pas passé à grand chose. Ça s'est terminé au dernier drive. Malheureusement, Mayfield qui lance une interception. Mais l'équipe était solide, et elle a montré, je pense, encore une belle progression au niveau des joueurs, mais aussi au niveau du scoring final, puisqu'on finit par gagner un match de plus que la saison d'avant. Donc il y a une progression, et c'est toujours intéressant sportivement parlant. Quel match contre les Eagles, je me rappelle moi quand les Eagles terminent 5e, ils se disent, il y a beaucoup de monde qui se dit bon ça va, tu joues contre la NFC Sud, peu importe qui c'est, ça ira. Et c'est vrai que Mayfield là il nous a quand même bien prouvé que il avait encore, on aura le temps je pense de parler un peu de Mayfield lors de la phase free agency, mais ouais, c'était vraiment, j'étais surpris moi quand j'ai regardé un peu le calendrier et que j'ai vu le passage à vide, et surtout derrière comment vous relevez une fois que le calendrier se simplifie un petit peu. C'est en gros vous avez gagné les matchs que vous deviez gagner à peu de choses près, et vous avez perdu ceux que vous auriez dû perdre, donc c'est
Mais pour rebondir sur ce que tu dis, l'année dernière, on récupère Dave Canales, du coup, en coordinateur offensif. On voit vraiment qu'il a un gros apport d'entrée. Et en plus, avec un Mayfield revanchard qui veut montrer, vous avez vu, personne m'a pris, ça va jouer, etc. Donc, ça gagne ses premiers matchs. On voit derrière qu'il y a un petit peu de flottement, même au niveau des appels de jeu, etc. On voit que tout le monde est un petit peu en train de se chercher, que du coup, c'est quand même la première année d'un nouveau quarterback, d'un nouveau coordinateur offensif. Donc, on voit que ça se cherche et que ça met un petit peu de temps à se régler. Mais les défaites, si on regarde, on est quand même sur des grosses équipes. On enchaîne des Buffalo, Détroit, etc. C'est vraiment pas des matchs faciles. Et on perd pas non plus, on prend pas de grosses défaites. Si on regarde sur la saison, en moyenne, on marque 20 points par match et on en prend 19. Donc, tu vois, en moyenne, on est vraiment une équipe qui voilà, ça se joue à pas grand-chose. Donc, c'est un bilan très équilibré. Mais par contre, on voit que toute l'équipe ensemble a progressé sur la fin de saison. Et c'est ça qui montre que c'est une équipe qui travaille aussi. C'est pas une équipe qui aurait pu s'effondrer, etc. On est avec des joueurs quand même de caractère, on est avec des joueurs d'expérience, et c'est ce qui a fait qu'on termine la saison quand même sur un bilan à la fois positif et une victoire en play-off. Donc, mais ça fait aussi, on va y venir, et notamment avec la free agency, le départ de Dave Canales, etc. On va voir ce que ça va donner cette année. Ouais, et juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que le changement de coaching et même le coaching en général, même si sur le papier ça n'en a pas l'air, je pense que c'est un énorme point fort côté Tampa. Faut bien se souvenir que Todd Bowles passe head coach pas au début de la free agency, pas à la fin de la saison. Il passe head coach, je crois 2 ou 3 semaines après le début de la free agency. Donc c'est-à-dire que quand il passe head coach, tous les mecs qui voudraient recruter pour être ses assistants, il peut pas les recruter. Donc il est obligé de bricoler avec l'ancien staff de Bruce Arians, avec qui il n'est pas forcément en accord, et donc ça crée des frustrations sur la dernière saison donc de Brady, qui ont amené au dysfonctionnement notamment en attaque. Et on a ramené Dave Canales. Alors Dave Canales qui, même s'il a apporté de la fraîcheur, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, notamment sur le séquencing de ses appels de jeu en attaque. On le voyait insister beaucoup trop souvent sur les courses plein centre, et c'était dommage, mais il y avait des vraies originalités, des vrais éclairs de génie. Et aussi surtout, ce que tu disais, c'est que Todd Bowles, il est beaucoup critiqué en tant que head coach parce qu'il prend pas ses temps morts, parce que il gère mal son effectif. Quand il doit faire passer un joueur titulaire, il doit le mettre sur le banc parce qu'il est juste pas bon. On le critique beaucoup sur ça. Mais ce qu'on a vu la saison dernière, c'est que quand il y a un moment difficile, quand l'équipe doit se serrer les coudes, ils se serrent les coudes et ils veulent jouer pour lui, ils veulent se battre pour lui. Et c'est vraiment les retours qu'il y a au niveau des joueurs, c'est je veux me battre pour Todd Bowles, je veux pas que le laisser tomber parce que ce mec-là me fait confiance. Et tout le discours qu'il y avait eu pendant cette milieu de saison chaotique, c'était on a les bonnes idées, faut juste être meilleur dans l'exécution. Et c'est ce qui a été fait sur la fin de saison avec le pic au match contre les Eagles, où là Todd Bowles sort un game plan qui est absolument extraordinaire, qui éteint complètement l'attaque des Eagles, qui de toute façon était en fin de vie la saison dernière, et qui se retrouve avec un Baker Mayfield qui a juste à distribuer et qui au final convertit parfaitement. Parfait. On va pouvoir passer tranquillement sur la free agency, enfin ou du moins sur l'off-season. Je vais te lancer, Valentin, là-dessus. Vous aviez 37 millions de cap disponibles. Est-ce que tu avais des besoins au niveau pas uniquement de la free agency, mais également free agency draft, donc l'intersaison complète, que tu aurais aimé voir combler des besoins prioritaires globalement, hein, pas forcément de dire il y a besoin de tout, mais voilà. Quelles étaient tes priorités à ton avis? Pour moi, le besoin numéro 1, c'était un vrai edge. D'avoir un vrai edge numéro 1, le vrai ce qu'on pouvait avoir avec Shaq Barrett pendant un moment, ce qu'on a vu avoir avec Jason Pierre-Paul pendant un moment aussi, c'est-à-dire le bonhomme que l'équipe en face va devoir faire son game plan autour de lui. L'année dernière, Yaya Diaby fait une bonne fin de saison, milieu fin de saison, il émerge vraiment, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il est ultra dominant. Il y a du progrès, mais pour moi, c'est pas encore assez pour le qualifier comme un vrai edge numéro 1. J'aurais voulu qu'on aille chercher ça, malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a plutôt misé sur des joueurs de rotation, en se disant, on va remplacer le edge numéro 1 avec plusieurs joueurs qui vont tourner sur le poste. Forcément aussi, il y avait, je pense, un besoin au niveau du cornerback. Bon, ça prend un petit peu ce qu'on allait
ce qu'on allait pouvoir dire après, mais Carlton Edvis, notre corner numéro 1, a été trade aux Lions. Donc on manque un vrai numéro 1. Jamel Dean va prendre le relais. Je sais pas s'il a les épaules pour ça. Mais à part ça, je trouve que l'équipe est extrêmement complète. Jason Light a construit très très bien son équipe en passant quasiment exclusivement par la draft. Donc on a des joueurs, on a de la profondeur, et on a des joueurs qui vont être là pour le court, moyen et long terme. Donc tout ce qu'on pouvait avoir à la draft, ça pouvait être que du bonus par rapport à l'effectif qu'on avait déjà. Le vrai souci qu'on avait sur la FA, c'est que on avait énormément de joueurs et de cadres à re-signer. Donc on se retrouve avec Mayfield à re-signer, Antoine Winfield Jr., avec Mike Evans, avec Lavonte David, etc. Et à l'arrivée, la grosse victoire, c'est que tous ces mecs restent. Ouais, c'est ça. Tous ces mecs restent. Donc, et avec un cap 37, c'est confortable. Hein. Mais je veux dire, quand tu arrives à re-signer un QB titulaire, un receveur élite, un safety élite et un linebacker qui est certes en fin de carrière, mais qui est quand même indiscutable à son poste, ben c'est très très beau, quoi. Oui, c'est ça. C'est surtout des re-signatures, mais au final, quand on regarde sur le papier, ben on a signé peut-être le meilleur free agent receiver, on a signé le deuxième meilleur free agent quarterback, on a signé un des meilleurs free agent linebacker, le meilleur free agent safety. Si t'as n'importe quelle équipe qui te met ça sur son CV, tu dis ah oui, ben c'est une free agency, c'est parfait, on peut pas faire mieux. Donc forcément, ça atténue parce que c'est des joueurs qui jouent avec nous depuis des années, mais c'est les miracles que font Jason Light, John Spytek et Greenberg, je crois qu'il s'appelle, qui sont les 3 directeurs sportifs, Cap et General Manager, c'est miraculeux. Il n'y a pas d'autre mot, ça relève du miracle, et ça depuis plusieurs années déjà. C'est vrai. Du coup, si vous deviez, Doug, je vais te laisser commencer, si tu devais en citer un en particulier que tu as aimé lors de cette free agency, le préféré. C'est dur. Le préféré, on va dire Mike Evans. Mike Evans, on se rend pas compte de l'apport de ce mec. Ça fait combien 5 saisons qu'il est au-dessus de milliards ou même plus. Non, je crois que c'est 11, ouais. 11 et Chris Godwin derrière qui en a fait 4 sur les 5 dernières années, c'est ça, je crois. Hein. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. On se rend pas compte, un mec comme Evans, il est complètement sous-coté. Cette année, en plus, il y avait quand même pas mal d'équipes qui auraient bien aimé aller le prendre. Pendant un moment, moi-même, je me suis dit merde, on va perdre Mike Evans. Et puis, non, hein, on reste en Floride, on est bien, il fait chaud. Les taxes, et on gagne des matchs, donc les taxes sont cool et on gagne des matchs. Je crois que c'est sa femme d'ailleurs qui a voulu rester là, si je dis pas de bêtises. Et si on parle d'un joueur qui n'est pas nécessairement qui n'est pas une re-signature, est-ce que tu as une arrivée où tu es content? Une arrivée où je suis content, on va dire qu'on est venu renforcer la défense là où elle était déjà quand même assez forte avec Randy Gregory, Bryce Hall et Jordan Whitehead. On vient quand même prendre 3 joueurs. Je mettrai un petit bémol sur Randall Gregory. J'ai vu qu'il avait déjà fait des petites carabistouilles là pendant l'intersaison. Ouais. Il est en grève déjà. Ouais, voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais les 2 autres, voilà, on est venu. La défense de Tampa, ça fait des années, même historiquement, c'est quand même un gros point fort. Et on vient même à la free agency malgré les re-signatures de... Bon, il y a Lavonte David et Antoine Winfield, mais plus, voilà, Bryce Hall et Whitehead en plus qui viennent renforcer ça. Donc, non, content, ouais. Non, franchement, c'est une masterclass. La FA, c'est une masterclass et on va en parler de la draft. C'est pas mal du tout aussi. Valentin, est-ce que toi, t'as voilà, pareil, même question. Même question que pour Doug. Ouais, re-signature, je peux presque pas choisir parce que Mike Evans, c'est une légende de cette franchise, c'est le meilleur joueur offensif de l'histoire. Donc le voir jouer ailleurs, ça aurait été un brisqueur. Baker Mayfield, c'était une des meilleures options. Free agency et draft confondu avec le choix qu'on avait. Lavonte David, c'est comme Mike Evans en défense, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Il est absolument phénoménal. Il mérite son Hall of Fame lui aussi. Et Antoine Winfield, c'est le meilleur joueur à sa position en tant que free safety. Et on le re-signe dûment en étant le defensive back le mieux payé de la ligue à la signature du contrat. Donc c'est difficile d'en choisir une. Je pense Mike Evans, oui, pour le côté sentimental, ça aurait été trop dur de le voir partir jouer ailleurs. Mais en termes de free agent, de revenus, de venue du free agent extérieur, moi j'aimais beaucoup Randy Gregory.
J'aimais beaucoup en fait la philosophie d'amener un joueur d'expérience qui pouvait apporter dans la rotation. Malheureusement, comme tu disais, il a des petits soucis. On ne sait pas trop pourquoi. Il a été sanctionné par la Ligue pour avoir utilisé des substances illicites, des médicaments qui lui avaient été prescrits mais qui apparemment étaient illégaux. Donc il fait grève et il attaque en justice la NFL, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu triste. C'est un peu compliqué. Je sais pas s'il jouera à Tampa. Et après, sinon, le retour de Jordan Whitehead, qui était pareil un des cadres dans la défense, le tone setter pendant ce run jusqu'au Super Bowl. J'aime beaucoup ce joueur, j'étais triste de le voir partir, on n'avait pas le choix. Là, je suis très content de le voir revenir, donc ça va être une belle pièce en plus. Très bien. Et on va pouvoir parler un peu plus négatif, mais visiblement, Doug, toi, t'as tout aimé de cette free agency? Ouais, c'est dur de sortir un truc négatif. On perd des joueurs, mais voilà, le cornerback numéro 1, mais à un moment donné, tu peux pas non plus. Voilà, il n'y a pas d'argent magique, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même faire des choix. Bon, tu viens perdre ton corner, t'as Jamal Jean derrière qui va faire le taf. On vient quand même prendre un DB aussi à la draft avec le second choix, je crois. Ça se complètement, c'est dur de sortir vraiment du négatif, c'est dur. Oui, et puis surtout que Carlton Davis, il avait un gros problème de blessure, c'est-à-dire que pour moi, Carlton Davis, tu lui enlèves les blessures et tu lui rajoutes 3-4 interceptions par saison, c'est un All-Pro, toutes les saisons. C'est pas plus compliqué que ça. Au niveau de l'homme à homme et de la maîtrise en fait du receveur adverse, il peut jouer tête à tête avec à peu près n'importe qui sauf Tyreek Hill parce qu'il est pas assez rapide. Mais je sais que DeAndre Hopkins à l'époque, quand il avait dû mentionner les cornerbacks qui l'avaient marqué pendant sa grande époque, quand il était encore à Arizona ou même en fin de Houston, il avait mentionné Davis parce qu'il le suivait partout et qu'il leur donnait pour son argent. Malheureusement, il est tout le temps blessé et il capte pas des ballons. Son contrat coûtait trop cher, on pouvait économiser le plus possible en l'envoyant ailleurs. C'est ce qu'on a fait et au final on récupère un troisième tour qu'on convertit en un autre defensive back aussi, qui lui sera plus sur le nickel. Mais on était obligé de faire ce sacrifice-là de toute façon. Yes. Bah écoute, ça va conclure cette partie free agency. On va pouvoir se diriger tranquillement vers la draft. Et comme d'habitude, on va énumérer les différents tours. Au premier tour, vous avez récupéré un center, Graham Barton de Duke. Au deuxième tour, Chris Braswell, linebacker d'Alabama. Au troisième tour, 2 choix, Tyke Smith, un safety dont tu mentionnais Valentin, et même Doug aussi, de Georgia. 3 picks plus tard, encore au troisième tour, Jalen McMillan, receveur de Washington. Quatrième tour, Bucky Irving, running back d'Oregon. Au sixième tour, Elijah Klein, offensive guard de UTEP. Et au 7e tour, Devin Culp, tight end de Washington. Valentin, quel est ton niveau de suivi du college football? C'est toujours la question que je commence à poser à ce moment-là. Proche de 0. C'est-à-dire, je connais Caleb Williams et Archie Manning, et puis ça s'arrête à peu près là. C'est déjà bien. Voilà, j'essaie de suivre un petit peu, j'essaie d'être régulier. Les copains de The TTP font un podcast et un contenu qui est pareil incroyable au niveau du college football, mais j'ai pas le temps. J'ai trop de podcasts à écouter. J'ai pas le temps de voir les matchs la nuit ou les replays. Donc je suis à peu près de loin avec les notifications ESPN, ce genre de choses, mais ça s'arrête là. Ok. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu du coup les différents profils? Ouais, par contre j'aime bien la draft, donc j'essaie de m'y plonger un minimum pour au moins comprendre, reconnaître un peu les joueurs. J'aime beaucoup ce qu'on a fait sur cette draft, pas nécessairement dans les choix qui ont été faits, mais plutôt dans la stratégie. C'est-à-dire que là maintenant c'est sûr, c'est acté, Jason Light construit son équipe. Donc le general manager construit l'équipe par la draft. Et après, avec la free agency, il va amener des joueurs de rotation, il va amener de l'expérience, il va amener de la profondeur de banc. Mais tous les joueurs, et c'est ce qu'on remarque sur les cadres de l'effectif actuel, c'est que des joueurs draftés. Donc il va jamais utiliser son capital draft pour aller faire un gros coup, monter dans les top 5 pour aller chercher le joueur élite qu'il lui faut à cette position. Il va pas mettre en péril déjà la draft de cette année et celle de l'année d'après. Donc cette année, avec cette draft-là, il s'est dit, je vais rester où je suis, je vais pas bouger, je vais pas monter, je vais pas descendre, et je vais prendre le meilleur joueur disponible à chaque fois. Et c'est ce qu'il a fait, et bingo, ça correspondait plus ou moins à des besoins. On prend un centre au premier tour, c'est incroyable. Surtout Graham Barton qui était pour moi le meilleur
linemen offensifs intérieurs de cette draft. Et après, on récupère de la profondeur en edge, on récupère un super nickel cornerback, on récupère un super receveur qui pourra jouer dans le slot et en extérieur. Bucky Irvin, je suis un peu moins fan parce que je pense que son style de jeu va pas trop s'adapter à la NFL. Je pense qu'il est trop frêle pour ça. Après, à lui de me faire mentir. Elijah Klein, je le connaissais pas du tout, mais apparemment, c'est un beau projet. Qui paraît peut-être d'ici 2-3 ans pourra avoir une chance sur pas la rotation, mais sur une position en tant que lineman intérieur. Et Culp, le tight end, c'est le tight end hyper athlétique qu'on draft au 7e tour. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Il y a pas trop de risques là-dessus. Toi, Doug, qu'est-ce que t'en as pensé de toute cette draft? Ouais, je pense la même chose que mon collègue là. On a vraiment allé chercher des bons joueurs. Graham Barton, moi pour le coup, j'ai vu quelques matchs de Duke la saison dernière. Donc je me suis dit putain, le mec il est solide parce que vous connaissez mon appétence en plus pour la ligne offensive. Et c'est un distributeur de pancakes quoi. Le mec est vraiment costaud. Et puis il finit les actions en fait. On dirait qu'il prend un petit plaisir quand même à venir écraser le mec, même si le ballon est à l'autre côté du terrain, c'est pas grave. Il le fait. Donc moi c'est un profil vraiment que j'aime bien. Et puis en plus il vient remplacer Ryan Jensen qui était pour moi un des meilleurs centres de la ligue et qui s'est blessé il y a 2 ans maintenant et qui a pas pu jouer de toute la saison dernière. On s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau avec à bricoler au niveau de ce poste-là. Donc venir le remplacer par un joueur de cette qualité, c'est très très bien joué. C'est très bien joué. Après moi, c'est ce que j'ai noté sur mon moins, entre guillemets. C'est par rapport à la stratégie. Je trouve qu'on est très léger au niveau du jeu de course. White, c'est un bon joueur, mais on avait l'opportunité, pour moi, avec ce 2e tour, de venir. Il n'y avait qu'un seul running back qui était sorti à ce moment-là. Pourquoi pas tenter... Ouais, voilà, il y a qu'un running back qui est sorti à ce moment-là. Tu as le choix, je crois, c'est le 57. Il y a Trey Branson et Blake Corum qui sont dispo. Tente-le. Tu te retrouves vraiment avec un running back numéro 1 sur les 4 prochaines saisons. Tu n'es pas venu adresser alors qu'il y a eu un gros turnover de running back sur la free agency. Nous, on reste avec White. Je trouve ça un petit peu léger à ce poste-là. Surtout avec un joueur comme Mayfield qui a besoin de pouvoir quand même s'appuyer, même si tu as des receveurs qui sont énormes. Tu joues quand même avec Cade Otton en tight end, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, viens mettre un gros jeu de course en place, viens chercher un Blake Corum, et à ce moment-là, tu as un running back 1 sur les 4 prochaines saisons et tu es tranquille, quoi. On vient prendre Braswell. Il bénéficie de la bonne réputation d'Alabama sur la défense et mais bon, c'est quand même pas, voilà, c'est vraiment un joueur qui est qualifié par nos collègues de The Trick Play boom or bust, quoi, et tout le monde est un petit peu d'accord là-dessus. Je trouve ça un petit peu haut pour tenter un boom or bust sur un deuxième tour, pardon. Je trouve ça un petit peu peut-être que ça me fera mentir, le mec va être énorme et je vais passer pour un peintre, hein. Ça, il y a même de grandes chances, mais et j'espère. Mais voilà, moi j'aurais changé de stratégie et je serais parti sur un running back à ce moment-là où il y avait vraiment de la qualité encore au poste. Parce que t'es pas fan du coup de Rachaad White dans le backfield? Je le trouve pas mal, mais si tu veux, c'est loin de... Pour le coup, on va avoir un duo top receveur. On a une ligne offensive qui est élite. On a un quarterback qui est bon, même s'il n'est pas élite. Enfin, vraiment, pour moi, c'est toi, tu parlais des cornerbacks, mais moi, je trouve que, voilà, on aurait pu aller chercher un élite pour le coup. Voilà. Ouais, j'ai du mal personnellement running back au 2e tour. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était Ronald Jones. C'est pas très bien fini. Le problème, c'est que Light, il sait pas drafter les running backs. Il en a drafté qu'un qui, pour l'instant, est OK. C'est Rachaad White. Je sais pas si pour ça tu viens prendre Irvin. Tu prends Irvin au 5e, qui est léger, qui correspond pas forcément à ce qu'on a besoin. Vient rajouter de la profondeur dans la défense au 5e où il y a encore du monde. Et moi, j'aurais tenté un coup. Après, c'est pas la philosophie du GM, ça c'est sûr. Voilà, j'aurais tenté un coup là-dessus avec un gros running back.
Non, je le comprends. Après, je sais que j'avais vu des reports qui étaient sortis qui voulaient avoir donc au troisième tour, avec leur premier choix du troisième tour de mémoire, c'est je sais plus comment il s'appelait, le running back de USC. C'était pas non Brendan Rice, c'était le receveur. Euh, J'ai oublié son nom, mais qui avait une petite cote aussi, et je crois qu'il parle. Oui, oui, ça devait être ça, oui. Et il part le choix juste avant nous, de mémoire les Packers, qui viennent nous le shipper, littéralement le choix juste avant nous, et donc du coup on s'est replié sur Tyke Smith ou Jalen McMillan, je me souviens plus lequel des deux. Je sais que ça aurait été, moi c'est un joueur que j'aimais bien, j'aurais bien voulu le voir, surtout au troisième tour, je pense qu'il y avait une bonne value à faire à ce niveau-là. Je pense que sur deuxième tour c'est plus intéressant d'aller chercher une position qui est valuable, ou edge rusher, c'est le troisième poste le plus important de l'équipe. Je peux comprendre qu'il le valorise, surtout si tu as un besoin clair d'edge rusher numéro 1, que tu tentes le coup sur un boomer bust au deuxième tour, plutôt qu'un running back. Je peux comprendre la logique derrière. Donc globalement, à part Bucky Irving, vous êtes content de cette draft? Oui, non, clairement, c'est masterclass. Hein. Ouais, mais même on va voir ce que ça donne. Braswell et Irvin, on va voir ce que ça donne. Je suis pas mécontent. Je donne juste une alternative à ce que moi j'aurais fait. Sauf que moi, je suis sur mon canapé. Voilà. Ouais, c'est tout de suite plus facile quand la draft se fait sur Madden ou sur Pro Football Focus. Il y a moins de pression. C'est ça. Toujours plus simple, c'est vrai. Bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette partie de draft? Sur la draft en général. Moi je mets une petite pièce sur Tyke Smith, le defensive back. Il est parfait dans le système de Todd Bowles, dans ce qu'il va lui demander d'être hyper physique, d'être dans la boîte, d'être agressif, de mettre la pression, de blitzer. Je pense qu'il va être, il va prendre, ça va être très beau à voir jouer. Il va tourner avec Jordan Whitehead. Il va avoir une chance pour être cornerback titulaire, enfin dans le slot, en compétition avec, je ne me souviens plus pareil comment il s'appelle, le joueur que nous avons signé des Texans. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Voilà, donc avec le cornerback des Texans et aussi donc Tavierre Thomas. Voilà, Tavierre Thomas. Donc il va tourner, il va y avoir de la rotation. Todd Bowles aime bien faire ça, il aime bien être exotique dans ses blitz, dans ses packages. Donc je pense que ça va être un petit plaisir à voir jouer. Très bien, et ben c'est noté. On va pouvoir tranquillement aller se diriger vers 2024, mais d'abord faire une petite partie sur cette off-season. Valentin, bon, tu parlais de différents besoins qui n'avaient pas forcément été comblés. Est-ce que tu es tout de même content de cette intersaison de ton équipe de Tampa? Ouais, franchement, oui, c'était une bonne intersaison. Bien sûr, il y a des choses que j'aurais voulu qu'ils soient faites différemment. Je l'ai déjà mentionné, mais pour moi, Edge, il y a toujours un besoin. Il y a toujours un besoin, et quand je vois certains noms qui sont sortis, je pense qu'il y avait possibilité de les signer. Je pense à des Josh Sweat, si je dis pas de bêtises, du côté des Eagles, qui pendant un moment étaient potentiellement disponibles. Bryce Huff, il me semble, des Jets. Je confonds peut-être les noms. Bryce Huff est parti des Jets aux Eagles, oui. Voilà. Donc il y avait quelques noms qui étaient disponibles sur le marché ou sur les transferts. Je pense qu'on aurait pu faire un coup dessus, et pour vraiment faire step up cette défense, ça n'a pas été fait. Je peux comprendre qu'on donne priorité à nos joueurs, mais je pense qu'il y aurait eu un moyen de vraiment franchir un pas en avant très franc à ce niveau-là, et ça, c'est dommage. Mais sinon, c'est très très bon. On a de la profondeur, des joueurs de qualité, du potentiel. Ça va bien se passer. Après, il faut pas oublier qu'on a Tristan Wirfs aussi à re-signer là. Donc, il y a aussi ça. Qui quand même, voilà, c'est top 3 tackle en NFL. Donc, voilà, il va falloir faire des choix encore une fois. Oui, c'est ça. Il y a Tristan Wirfs. L'année prochaine, Chris Godwin aussi en fin de contrat. Ouais. Est-ce qu'on le re-signe? Est-ce que Macmillan va montrer assez de bonnes choses cette saison pour pouvoir prendre le rôle de numéro 2? Ou alors il y a toujours Trey Palmer, qui était un peu numéro 3 par intérim l'année dernière. On a signé aussi le receveur des Giants. Ouais, Russell Shepard, ça je le vois plus comme un peu comme un David Moore qu'on avait les dernières, receveur 4-5, qui va être là. C'est le vétéran, il sait ce qui se passe, il comprend le système, il va pas faire de conneries, il va pas faire des flashs, mais il va faire ses 200-300 yards de TD dans la saison, et ce sera suffisant.
Sachant que là, pour la saison 2020, enfin pour la prochaine intersaison, vous avez 25 millions de caps projetés. Donc il y aura des moves qui seront forcément faits. Parce que Tristan Wirfs, je vois pas un monde où vous le re-signez pas. Non, il bouge pas. Va falloir forcément faire du petit move à côté pour pouvoir avoir de la flexibilité sur l'année à venir. Oui. Bon, ça, j'ai confiance en notre front office, ils sauront faire leur magie. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez pour 2024? Si on regarde un peu le calendrier, vous avez une bye week en semaine 11, ce qui casse bien le calendrier en deux. Une première partie de saison avec quand même des gros noms. Si on retire les gens de la division, tu joues quand même Détroit, Philadelphie, Baltimore, Kansas City, San Francisco avant la bye week. Et ensuite en deuxième partie de saison, un peu plus calme, même si tu joues Dallas, mais le reste c'est vraiment beaucoup plus tranquille. Valentin, où est-ce que, si tu devais faire un petit prono, tu avais dit 10 la saison dernière pour au final finir à 9, est-ce que là qu'est-ce que tu vois là pour la saison à venir? Ben, je vais faire un peu une comparaison. J'ai l'impression que cette équipe des Bucks, elle est un peu dans le même schéma que ce pouvaient être les Lions, mais avec un an de retard. C'est-à-dire que il y a une ou deux saisons, les Lions c'était les playoffs, ça perdait tout juste, c'était presque aux playoffs, ça perdait tout juste en playoffs. Là, ça va jusqu'en NFC Championship. Vu la qualité du roster et si la mayonnaise prend, bien sûr, je vois pas de raison que cette équipe des Bucks rate les playoffs ou même puisse pas viser très haut en playoffs. Je pense que la division elle est encore prenable. J'ai beaucoup de mal avec ce que j'ai vu des Saints. Les Panthers sont en reconstruction et les Falcons, j'ai toujours pensé que c'était les plus dangereux dans la division, mais ils restent quand même avec de gros points d'interrogation. Déjà au niveau du quarterback qui est quasiment à la retraite, ou du moins à l'âge d'être à la retraite et qui revient d'une grosse blessure. Donc ça va être... Quand tu disais un quarterback qui était à l'âge de la retraite, tu parlais pas de Michael Penix? Non, ça c'est lui, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est déjà à la retraite, mais depuis 2 ans. Oui, c'est ça. mais non, avec Cousins et son tendon d'Achille, on l'a vu à Tampa avec Shaq Barrett la saison dernière. Tendon d'Achille, on n'en revient pas aussi facilement. C'est compliqué. Cousins, il a des problèmes de blessures qu'il avait traîné à Minnesota. Pour ceux qui avaient vu le documentaire sur Netflix, ils en parlaient quand même pas mal. Donc je pense qu'il y a toujours des points d'interrogation. La division elle est prenable. Le calendrier il est compliqué, mais on a la chance d'avoir un run de matchs plus faciles sur la fin. Je pense que viser 10 victoires, ce serait pas déshonorant. Et clairement, c'est pour moi champion NFC Sud ou bust dans la projection actuelle, on va dire. Avant de te donner la main, Doug, je pense que vraiment votre saison va se jouer sur la double confrontation contre Atlanta sur les 4 semaines. Là, la semaine 5 où vous jouez au Thursday Night Football en semaine 5 contre eux en début octobre. Et ensuite, fin octobre, vous les rejouez. Je pense que ces deux matchs-là, qu'après ces deux matchs-là, si tu perds les deux, tu sais que ta saison va être compliquée. Si tu gagnes les deux, je pense que la division est pour toi. Si tu fais 1-1, tout va se jouer sur la deuxième partie de saison. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient mis les matchs aussitôt dans la saison, qu'ils auraient pu essayer de les placer un peu plus tard, garder un peu de suspense. Là, les avoir dans le premier mois et demi, ça casse un peu le suspense, c'est dommage. Ouais, un peu étonnant, parce que ça, vraiment, Atlanta-Tampa, quand tu vois les deux équipes, tu te dis que c'est le match de semaine 18 normalement. Ouais, c'est ça, et au final, on finit contre les Saints. Ouais, et Carolina, même avant en semaine 17, ce qui est du coup un peu étonnant. Doug, qu'en penses-tu? Moi, quand je fais les comptes, je suis à 11 victoires. Ah oui, quand même. Je suis à 11 victoires parce que on est sur une équipe, comme j'ai dit, travailleuse. Et même si tu as des gros matchs en début de saison, déjà, c'est des équipes que je préfère prendre en début de saison, que ça soit Kansas City, San Francisco, etc. Je préfère les prendre d'entrée. Et on aura toujours le temps d'ajuster et de changer notre fusil d'épaule ensuite. Mais on est sur une équipe qui bosse, on est sur une équipe résiliente. On est avec des joueurs de caractère, donc je les vois finir vraiment fort. Et donc pourquoi pas aller chercher 11 victoires. Je pense que le niveau quand même dans la division va monter un petit peu, donc ça sera compliqué de se qualifier en 9-8. Donc voilà, il va falloir au moins aller chercher un 17 ou un 11-6 pour pouvoir se qualifier. Mais effectivement, je pense que pour la 4e saison consécutive, on va remporter la division. Ouais. Tu penses que le niveau va monter parce que les Falcons, ou tu penses que la lutte avec les Saints, ça va se faire vraiment avec une lutte à 3 têtes ou Non, je pense parce que déjà, pour moi, je trouve que le calendrier est quand même plus facile cette année que la saison dernière. De façon générale, la NFC Sud, on vient croiser avec des équipes un peu plus abordables, on va dire.
Donc je pense qu'il y a moyen que tout le monde aille chercher un match en plus au niveau victoire. Et comme on était tous sur du 9-8, 8-9, si tout le monde vient en chercher un de plus, tu vois, il va falloir nous aussi aller en chercher un ou deux en plus. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que ça va être plus relevé, pas forcément en termes de niveau de jeu. Tu croises avec la NFC Est et avec l'AFC West. Et après, il y a 2 autres matchs qui me... Tu reprends Green Bay encore? Non, tu ne joues pas. Tu joues Green Bay? C'est les 49ers et... 49ers, New York. Les Ravens. Les Ravens, ouais. Ah oui, New York, pardon, je confonds. New York, c'est parce que c'est la NFC, la NFC Est. Mais voilà, la NFC Est, bon, t'as 2 équipes où c'est prenable. La NFC Ouest, t'as 3 équipes où c'est prenable. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile, on va dire, le calendrier, même si le niveau, voilà, la NFC Sud reste une division assez homogène, donc même tes matchs sont compliqués. C'est ça. Après, pour les matchs, pour ajouter un peu de suspense, surtout pour les gens qui aiment parier, historiquement, Tampa Bay est catastrophique contre les QB rookies. Historiquement, c'est catastrophique. Mitch Trubisky qui fait son premier match contre Tampa, on avait l'impression d'avoir le retour de Joe Montana. L'année dernière, Brock Purdy, son premier match, c'est contre nous. Il nous étale. L'année dernière, CJ Stroud nous met 40 points. Là, j'ai regardé sur le premier mois. Sauf on a éclaté Love. On a éclaté... Oui, mais il n'était pas rookie. Il n'était pas rookie. Ouais. Ok. Non, mais je suis d'accord. Les mots ont un sens, t'as raison. Sur les 3 premiers matchs, on a du coup Jaden Daniels et Bonix. Enfin, tout porte à croire que ce sera Bonix qu'on va avoir. Si catastrophe ou problème aux côtés des Falcons, on a Michael Penix. Oui. Donc ça peut être un stretch un peu intéressant. Voir si on arrive à un peu contrer le sort. Pour te rassurer, vous avez quand même battu 2 fois Bryce Young, mais bon, tout le monde a battu Bryce Young. Voilà, Bryce Young, j'aimerais pas être à sa place. Compliqué. Je pense que même avec le salaire, tout ce qu'on veut, je veux pas être à sa place. Ouais. Bon, peut-être un petit peu quand même. On peut faire une... Ouais, si quand même. Allez, on fera une entorse. Ouais, voilà, pour une... Non, mais je pense que l'inventaire c'est très compliqué. Même Dave Canales, je comprends pourquoi il a pris ce poste aux Panthers, parce que c'est son shot d'avoir quelque chose. Il en aura peut-être pas d'autres, mais il a pas de pression. Ça sent pas bon. Le proprio a l'air complètement fou. Canales, il est ce que vous disiez pendant le podcast, il est complètement il est sous coque constamment, mais ça va, on l'aime bien, mais j'espère pour lui que ça va bien se passer, parce que c'est vraiment un bon gars et c'est un bon coach, et malgré tout on veut du bon sport, donc on lui souhaite le meilleur, même en division. Oui, c'est ça. Comme tu disais, Doug, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Globalement, si ça se passe mal, c'est la faute de Bryce Young, si ça se passe bien, c'est grâce à lui, donc c'est ça. C'est une bonne situation. Et en plus, les Panthers, ils sont bien connus pour faire 2 ans avec un QB surpayé, avec un coach surpayé, et ensuite de le virer et de bouffer le salaire pendant 3-4 ans de plus. Au pire, dans tous les cas. En plus, il a signé 5 ou 6 ans, je crois. Donc de toute façon, il va être bien pour quelques années. Hein. Comme avec Matt Rule, quand il avait fait ça, d'autres également. Mais bon, ça c'est... Frank Reich et toute la clique. Voilà, ça, si vous voulez nous entendre parler des Panthers, c'était l'épisode, il y a 3 épisodes, donc n'hésitez pas à aller l'écouter avec France et avec PA. C'était un épisode assez cool. Valentin, je vais te remercier pour d'être venu avec nous pour cet épisode qui touche à sa fin. Moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter tous les deux. Go Bucks. Go Bucks. Rien de mieux. Merci à toi Valentin, je vous rappelle vous pouvez le suivre @BucksFrance sur Twitter, c'est assez cool. On avait commencé à discuter d'ailleurs l'année dernière, parce que avec Jérôme on croyait pas trop en les Bucks, et je me rappelle que c'était nos premières interactions, et l'équipe nous a donné tort, donc tant mieux pour vous, donc merci encore une fois d'être venu avec nous. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir, et merci aussi pour tout le travail que vous avez fait sur toutes les previews, toutes les différents podcasts qui ont été sortis avec tous les invités, c'est hyper quali à chaque fois, donc continuez comme ça. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Pour le prochain épisode, on va se retrouver pour parler des Bears avec Anto. Donc voilà, ça sortira dans 2 jours.
On a hâte de parler de cette équipe. On continue notre run des équipes qui commencent par B, puisque l'épisode précédent c'était sur les Bengals. Là, on fait les Bucks et après c'est les Bears. On s'arrêtera là, puisqu'on a déjà parlé des Browns et des Bills notamment. Donc, et après les Backers. Et après les Backers. Non, ce sera les Bardinals après. Donc, donc voilà. Bah écoutez, merci à tous les deux. Je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Et vive le football.